répréhensible, mais pour l'instant, on verra bien. Vous savez, c'est une possibilité qui pourrait certainement se présenter. Et quelques minutes après cette déclaration, c'est sur son réseau social que le président américain a maintenant décidé de se muer en justicier et de punir. Ce pays n'a pas encore payé un prix suffisamment élevé pour ce qu'il a fait subir à l'humanité et au monde au cours des 47 dernières années. Grégory Phillips, le ton a changé. Alors, on va regarder dans quelques instants une image. C'était une image qui avait été postée le 12 avril dernier de Donald Trump quand il se muait en Christ presque pour aller frapper le monde de ses foudres. C'est une nouvelle croisade. Il l'avait retiré. Il l'avait retiré après quelques instants après. La colère notamment de son électorat catholique. On est dans un changement de ton pour Donald Trump. Oui, et on est toujours dans cette période où on se demande quelle décision Trump va prendre. On l'a dit ici, il a depuis jeudi dernier des plans militaires sur la table pour une éventuelle reprise des bombardements sur l'Iran. Il y a parallèlement, on y reviendra sans doute, la négociation qui continue avec les Iraniens qui ont fait passer un plan en 14 points. Qu'il juge, c'est ce qu'on a dit, déjà inacceptable. Déjà inacceptable, donc on le détaillera peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, il y a quand même de fortes chances pour que Trump le rejette. Et puis, il y a cette pression. Je lisais ce matin un éditorial du Wall Street Journal qui, en gros, saluait la détermination de Trump, donc ce journal plutôt conservateur qui semble soutenir l'opération, mais qui précise bien, la guerre n'est pas un échec, elle pourrait l'être si Trump acceptait un mauvais accord. En gros, ce que le Wall Street Journal fait passer, et encore une fois, c'est un journal qui est plutôt aligné sur la position de l'administration américaine, le message que le Wall Street Journal fait passer au président, au commander-in-chief, c'est « faut pas se planter maintenant ». Alors, ce qui est intéressant, dans la décision que vous allez prendre. Ce qui est intéressant, alors, on reviendra bien évidemment parce qu'il y a une réaction des gardiens des révolutions, vous allez la découvrir. On peut pas dire que elle est faite pour apaiser le climat, mais c'est une véritable provocation contre Donald Trump et son administration. Revenons sur ces propos, Richard. Punir, c'est un Trump justifié, c'est une Amérique qui aujourd'hui veut frapper l'Iran pour tous les péchés qu'elle aurait commis. Oui, c'est le scénario, je dirais, qu'il essaye de cultiver, qu'il s'efforce de cultiver, notamment auprès de son électorat. C'est que non seulement il veut sortir victorieux de cette guerre, mais avec l'image du justicier. C'est-à-dire, au fond, c'est la double victoire. Il veut la victoire morale et il veut la victoire militaire. La victoire militaire, ou disons politico-militaire, elle passe, on le sait, par des concessions iraniennes sur le nucléaire. C'est vraiment ça qui va être le curseur. Donc il faut que l'Iran abandonne d'une manière ou d'une autre, de façon visible et mesurable, son ambition militaire nucléaire. Et la victoire morale, c'est de faire remonter à la surface tout ce que l'Iran islamiste a fait depuis 40 ans, les attentats, les menaces, etc. pour dire, vous voyez, moi, Donald Trump, je suis pas seulement un chef de guerre, un commandant en chef qui remporte une victoire, je suis aussi celui qui apporte la rédemption. Il y a un côté christique, c'est pour ça qu'on a choisi de vous remontrer cette image postée à l'époque par le président américain du 12 avril, c'est-à-dire qu'il est en mission. C'est peut-être une façon aussi pour lui de faire passer, non pas la pilule, mais le message à l'Amérique et à son électorat. Oui, chez les évangélistes protestants américains, il y a vraiment cette vision qui lie la morale et la politique en permanence. Si vous voulez, on avait déjà avec l'axe du mal, lorsque des Saoudiens ont détruit les tours jumelles à New York et le Pentagone à Washington, les États-Unis avaient déplacé le problème en mettant l'Iran, l'Irak dans l'axe du mal, en toujours voulant faire le bien. Et là, on voit un peu sa louvoie, si vous voulez, parce qu'il y a déjà la question du nucléaire, il y a déjà la question des missiles, il y a déjà la question de la stabilité régionale, et maintenant Donald Trump ajoute dans son récit de faire le bien finalement. Et finalement, après 40 jours de guerre, cette guerre qui était prévue pour libérer le peuple iranien a plutôt affaibli le peuple iranien et a renforcé, ou du moins radicalisé, pas renforcer le régime, certainement pas, mais l'a radicalisé, et on est maintenant face à une nouvelle situation avec le détroit d'Ormuz. Rina, votre analyse de ce président qui, pas à pas, petit à petit, trouve des arguments pour passer à l'action et envoyer à nouveau, non pas ses troupes peut-être, mais ses missiles sur l'Iran.
Oui, je reviens à ce qui a été dit, qu'il veut, se montrer comme quelqu'un qui va faire du bien dans le monde entier. On se souvient très bien de sa passion pour le prix Nobel de la paix. Il y a, en fait, si on parle de l'Iran, il y a deux façons. Soit, justement, faire tomber le régime pour qu'il y aura un monde sans ce régime dictatorial, avec les persécutions, avec la tuerie de dizaines de milliers de personnes. Soit un monde sans le nucléaire iranien. Ce sont les deux options. S'il veut vraiment garder ou cultiver cette image. Donc là, forcément, il faut aller dans cette direction. Et Grégory a bien mentionné la publication de Financial Times vers un accord qui est un vrai accord sur le nucléaire, pas juste quelque chose où on fait une checklist pour dire voilà, on a réussi à arriver à quelque chose, on a apaisé, il y a plus la guerre. Et en fait, il y a deux écoles. Par rapport aussi au coût de cette guerre pour les Américains. Soit on dit on a perdu énormément d'argent, il faut s'arrêter, il faut aller vers un accord à tout prix, donc même si on va faire des grosses concessions vers les Iraniens, soit on dit ça nous a coûté tellement une fortune, il faut que ça amène quelque chose du vrai, quelque chose justement qui va aussi montrer Trump comme un vainqueur, et là ça augure pas très bien pour la continuation des négociations. Alors dans un instant, on va écouter le président américain parce qu'il y a un autre objectif. Hier, il était fixé sur le nucléaire et là, il revient peut-être sur un sujet plus urgent, les missiles et l'arsenal toujours intact de l'Iran. Mais d'abord, je vous parlais de cette provocation des gardiens de la révolution, dépêche qui nous parvient à l'instant. Washington n'a le choix, Grégory, qu'entre une opération impossible et un mauvais accord. Si on veut calmer les ardeurs de Donald Trump, il faudrait peut-être s'y prendre différemment. Oui, l'opération impossible, on comprend bien le message des gardiens de la Révolution. C'est-à-dire, vous voulez reprendre les combats, on est prêt, on a fourbi nos armes depuis 3 semaines, on est prêt à une deuxième manche, donc allez-y et à vos risques et périls, à la fois pour dans la rhétorique des gardiens de la Révolution, pour les soldats américains déployés dans la région, pour Israël et pour les pays du Golfe. C'est ça la menace implicite de ce message, et c'est pour ça que les Iraniens, le régime, qualifient d'opération impossible une éventuelle reprise des combats. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il mêle ça à un mauvais accord. Donc de toute façon, c'est perdant-perdant. Mais je crois qu'on est un peu tous dans cette situation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'impasse sur un petit peu sur les plateaux en ce moment. C'est-à-dire que en fait, quelle que soit la décision qui sera prise, ce sera vraiment une décision déjà difficile, enfin extrêmement risquée, quelle que soit l'orientation qu'on prend. Et puis, par rapport aux objectifs qui étaient fixés au départ, on est extrêmement loin de ce qui était visé au départ. Et donc c'est là où, enfin, c'est toute la question. C'est est-ce que on remet une machine, on remet une pièce dans la machine en essayant d'obtenir mieux, ou est-ce que, enfin moi ce serait plutôt un peu ma vision, on remet une pièce pour encore plus perdre collectivement, parce que bon évidemment les Iraniens ont beaucoup perdu, ils ont pris 25 000 bombes, ils ont un pays en ruine, mais l'économie mondiale est vraiment sur une crête extrêmement tendue en ce moment. En fait, les gardiens de la révolution donnent quel choix à Donald Trump là? Non, ils donnent pas beaucoup. Non, mais il n'y a pas de choix dans leur texte, mais en fait, ils disent à Trump quoi que tu fasses, pardon pour l'expression, tu vas te planter. Non, c'est pas ça. C'est pour eux, ils sont tout à fait prêts à reprendre la guerre, parce que même la proposition qu'ils viennent de mettre sur la table, c'est inacceptable. C'est pas une vraie proposition. Alors, on va la découvrir, non mais. On va la découvrir, mais c'est pas, si on n'est pas une proposition. C'est une proposition qui dit voilà, nous, on prétend être des négociateurs, on va arriver, si vous voulez, on va faire Islamabad 3, mais dans la réalité, on va faire aucune concession. Et on sait très bien que pour Trump, ça sera pas possible de faire aucune concession, d'accepter une proposition iranienne. Donc les Iraniens, même une proposition en termes, on va découvrir, mais de provocation. En fait, on revient à une réalité qui était claire pour beaucoup de monde depuis janvier, depuis ces manifestations où il y avait tellement de gens qui étaient tués par ces régimes, que les régimes, pour lui, il n'y a aucune importance, tous les sacrifices que ça va impliquer pour la société iranienne. On est exactement dans la même situation maintenant, trois semaines après justement le début de les feux. Les Iraniens disent, mais c'est très bien, continuer, ça fait souffrir la population. Nous, ça ne nous concerne pas du tout. On est prêt à recommencer et ça va coûter ce que ça va coûter pour la société iranienne. Dans ce court communiqué, Washington n'a
le choix qu'entre une opération impossible et un mauvais accord, mon cher Richard. On a l'impression que c'est un peu le match entre une dictature et la démocratie. C'est-à-dire que les Iraniens, comme le dit Irina, ont tout le temps pour le faire, et peu importe le sacrifice de la population, contrairement à nous, à nos économies et à l'Amérique. Oui, alors il faut distinguer toujours la propagande de la réalité des propositions qui sont échangées entre l'Iran et les États-Unis. Les propositions, et au sein de ces propositions, il y a celles qui sont rendues publiques et il y en a sans doute d'autres qui le sont moins, parce que c'est ça le jeu de la vraie diplomatie. La vraie diplomatie, même si on commente ici avec beaucoup d'expertise, elle se fait pas ici. Elle se fait d'une autre manière et largement secrète. Ce qui est certain, c'est que les gardiens de la révolution ont le sentiment que Trump, tout en maniant son revolver, puisqu'il dit « je suis prêt à vous pulvériser », il a le revolver chargé sur la table, mais il n'est pas prêt à le reprendre et à appuyer sur la gâchette. Ça, c'est la conviction aujourd'hui du régime iranien. Est-ce qu'il se trompe ou pas? Et comme ils ont le sentiment que Trump est cantonné à mettre le revolver sur la table et à pas aller plus loin, eh bien évidemment, plus le temps avance, plus ils mettent Trump dans une position difficile, en sachant qu'eux aussi, ils courent d'énormes risques parce que leur économie va très mal et à un moment donné, ils pourraient se trouver devant une crise très sérieuse. Mais ils jouent la montre et ils pensent que la montre est en leur faveur. Alors, Donald Trump, et je vous laisse la parole dans un instant, qui veut continuer cette guerre. Il veut reprendre les frappes sur l'Iran. Mais pourquoi faire? Quels sont les objectifs? Alors, hier, le président américain affirmait qu'il voulait mettre fin au programme nucléaire du pays, mais aujourd'hui, il semblerait qu'il ait d'autres objectifs plus urgents à détruire. Un choix d'ailleurs qui peut-être a été dicté par les derniers briefs de ses services de renseignement, c'était il y a 2 jours, et par des messages d'alerte des services de renseignement israéliens et américains. Avant d'écouter le président américain, je voudrais qu'on regarde un clip diffusé par Téhéran et qui court sur les réseaux sociaux. Voilà pour la provocation et maintenant écoutons la réponse du président américain. Monsieur le Président, vous avez également déclaré qu'environ 85% des capacités de fabrication de missiles de l'Iran avaient été éliminées. Exact. Ces 15% restants sont-ils importants? Les États-Unis doivent-ils les éliminer? Eh bien, j'aimerais bien les éliminer, oui. J'aimerais bien. Ce serait un début pour eux de se réarmer. Et oui, j'aimerais bien les éliminer. Alors Grégory, on sait qu'il y a eu plusieurs briefs, qu'il y a eu cette réunion très importante à la Maison Blanche, on y reviendra, et que depuis quelques semaines, il y a des inquiétudes sur l'arsenal réel existant encore de l'Iran et sa capacité à reconstruire, à se régénérer. Et puis vous avez Téhéran qui multiplie, vous avez ce clip que l'on a vu, vous aviez, et on s'en souvient, ces images d'une manifestation il y a 3 jours au cœur de Téhéran avec de nouveaux drones. L'Amérique va au plus pressé, le nucléaire, on verra. L'arsenal de frappe de l'Iran, c'est plus important. Je crois que le nucléaire reste quand même vraiment un sujet central. Mais oui, sur la balistique. Alors, un mot sur le clip que vous avez joué juste précédemment. C'est évidemment de l'intelligence artificielle. C'est un outil de propagande pour dire on a la nouvelle arme qui, après le missile Khorramshahr 4, sera encore plus puissante, sera capable d'aller frapper Israël, par exemple. Le Khorramshahr 4, les Iraniens affirment que Tel Aviv n'est qu'à 10 minutes. Voilà. Donc ça, c'est de la propagande. On voit là les images des drones Arash qui sont exhibés dans les rues de Téhéran pour montrer qu'on a encore des stocks et qu'on sera prêt à un deuxième round militaire s'il le faut. Maintenant, mais il y a une réalité quand même. Il y a beaucoup de doutes, une réalité. Je crois qu'on parle de plus de 100 bases qui n'ont pas été frappées. Maintenant, sur la réalité des stocks, des bases iraniennes qui sont encore en état de balancer des drones ou des missiles, les services de renseignement travaillent dessus. Je peux pas vous donner des chiffres extrêmement précis. Ce qui est certain, c'est que le cessez-le-feu est mis à profit pour réorganiser, déplacer, peut-être réparer certaines infrastructures, etc. Donc, sur la réalité des stocks, c'est compliqué de le dire. Sur le fait que les Iraniens se préparent, c'est une évidence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vient également après des menaces du guide de
la révolution, de plusieurs morts des gardiens iraniens qui ont notamment ciblé, visé les pays du Golfe, les monarchies, donc et Israël. Donc l'arsenal militaire, les missiles notamment balistiques, ça reste la menace en cas de reprise du conflit. Oui, c'est vraiment ce qui est au cœur. Enfin, tout le monde montre les muscles, si vous voulez, autant la partie iranienne que la partie américaine, que la partie israélienne, qui a montré que il y avait des armes qui venues des États-Unis qui avaient été livrées à Israël. Pas beaucoup, hein. Donc voilà, on est dans une situation, si vous voulez, extrêmement tendue où tout le monde montre les muscles pour essayer de se préparer au pire. Mais sur le reste des stocks, les dernières informations qui sont sorties des services de renseignement américains sur les stocks iraniens, c'est 40% de drones, c'est 60% de lanceurs de missiles et c'est 70% de missiles. Et on voit vraiment d'ailleurs qu'il reste encore. Voilà. Alors c'est les derniers chiffres qui sont sortis hier ou avant-hier sur voilà. Mais parce que il y a aussi les services de renseignement qui essayent de se protéger par rapport à la décision qui va être prise, de pas avoir à assumer la responsabilité si la décision de relancer les hostilités est prise, que les renseignements aient mal fait leur travail. Donc ils vont peut-être aussi avoir tendance un petit peu à gonfler les chiffres pour bien dire attention là, si vous prenez une décision, nous on veut pas être. Le président Poutine et son porte-parole Dmitri Peskov ont répondu à ces bruits qui courent et qui sont amplifiés par les médias, selon lesquels la Russie fournirait des renseignements. Je l'ai déjà dit, nous avons des relations très étroites avec l'Iran, notamment un accord en matière d'armement. Nous avons fourni à l'Iran du matériel militaire. Mais nous ne pouvons pas accepter ces accusations qui nous sont faites de transmettre à l'Iran du renseignement. Sergei Lavrov, on vous entend ce matin nous dire que les États-Unis et Israël violent le droit international en Iran. Ne pourrions-nous pas vous retourner la question en vous disant est-ce que vous ne faites pas la même chose, la Russie, en Ukraine, violer le droit international ? Écoutez, la différence, c'est que la République islamique d'Iran, elle n'a enfreint aucun de ses engagements, notamment sur le programme nucléaire. Quand ce programme a été signé en 2015, puis qu'il a été approuvé par le Conseil de sécurité, eh bien ce programme, il a ensuite été vidé de son sens par le président Trump lors de son premier mandat en 2017. Les États-Unis ont simplement quitté ce programme et ils ont cessé de tenir leur engagement. L'Iran n'a pas violé les règles, tandis que l'Ukraine, elle, a violé tout ce qui pouvait l'être avec ses protecteurs occidentaux. Ça fait plus de 4 ans maintenant que vous avez lancé cette guerre. Vous reconnaissiez le 24 février dernier que tous vos objectifs n'ont pas été atteints. Alors on aimerait savoir quels sont vos objectifs. Par exemple, mardi, vous avez lancé l'une des pires attaques en plein jour sur l'Ukraine avec plus de 1000 drones qui ont frappé une église à Lviv. Et puis ces derniers mois, vous avez aussi frappé des écoles, des hôpitaux. Il y a des dizaines de milliers de civils ukrainiens qui sont morts dans cette guerre. Est-ce là vos objectifs? Est-ce que vous assumez ces morts civiles? Et jusqu'où allez-vous aller? Quel est l'objectif final? De raser l'Ukraine? Nous l'avons dit à plusieurs reprises, notamment par la voix de notre ministre de la Défense. Nous ne visons jamais des objectifs qui sont exclusivement civils. Les cibles frappées sont d'une manière ou d'une autre liées à l'activité des forces armées ukrainiennes sur le front. Les forces armées ukrainiennes, elles n'ont jamais de scrupule à attaquer en Russie des objectifs qui, eux, sont civils. Nos reporters à nous, à France Télévisions, ont vu aussi des victimes civiles, on les a filmées, on a vu des immeubles d'habitation qui ont été visés par des drones russes, on a les images, on a les preuves. Mais au-delà de cela, je tiens à vous le dire quand même, monsieur le ministre, au-delà de ça, où en sont les négociations de paix qui ont lieu avec vos émissaires, les émissaires ukrainiens autour des États-Unis et de l'administration Trump? Est-ce que vous êtes déçu de la médiation de Donald Trump? Le président Poutine et le président Trump ont du respect l'un pour l'autre. Ils ne sont pas toujours d'accord, loin de là. Mais ils sont capables de s'entendre comme des grands hommes politiques. C'est une conversation franche, en ne dissimulant pas les problèmes et les désaccords, dans un bon esprit.
Ce qui compte, c'est qu'on a pu atteindre une véritable entente. Mais ensuite, toutes les négociations qui ont suivi après le sommet d'Anchorage en Alaska, eh bien, elles ont été entravées par le fait que l'Union européenne et la direction de l'OTAN, surtout Madame Ursula von der Leyen et Monsieur Rutte, ont tout fait pour tenter de saper cette entente et de faire dévier de sa ligne l'administration américaine avec ses propositions. Vous avez déclaré il y a un mois, si Emmanuel Macron veut parler sérieusement à Vladimir Poutine, alors qu'il l'appelle. Mais Vladimir Poutine, il veut parler à Emmanuel Macron ? Le président Macron a régulièrement dit publiquement « J'ai l'intention de téléphoner à Poutine et je vais le faire ». Mais si vous voulez appeler quelqu'un, un collègue avec qui vous avez des relations depuis longtemps, pourquoi l'annoncer à l'avance et ne pas le faire? Est-ce que c'est pour rappeler qu'on existe? En ce qui concerne Vladimir Poutine, lui, il est toujours prêt au dialogue. Et quand il parle avec le président Macron, le président Poutine, il est toujours seul. Il n'y a personne dans son bureau. Alors qu'à Paris, nous avons pu le voir à la télévision, quand le président Macron converse avec le président Poutine, il y a toujours beaucoup de gens qui l'entourent. Vous considérez la France, le statut de la France aux yeux de la Russie, à vos yeux, à vous, Sergueï Lavrov, comme quoi? Comme des adversaires? Vous estimez que nous sommes vos adversaires? En tout cas pas un allié, ça c'est clair. Et la France, en fait, ont déclaré que nous étions les ennemis, voire pire, car ils pensent que la Russie doit subir une défaite stratégique. Le président Macron a dit plusieurs fois que le président Poutine était l'obstacle principal sur la voie de la paix. Qu'est-ce que vous répondez aux autorités françaises qui vous accusent de mener depuis des années, ici en France, une guerre hybride pour déstabiliser nos démocraties, qui craignent aussi que vous interfériez dans la future élection présidentielle, dans la future campagne présidentielle à venir en France? Le mois dernier, il y a eu en France l'assassinat de cet activiste de la droite conservatrice. C'était à Lyon. Il a été tué par des militants d'une organisation de jeunesse d'extrême gauche. Ils l'ont tué. Eh bien, l'ambassade des États-Unis et le département d'État américain n'ont pas hésité à publier un appel à punir les responsables. Ils expliquaient que la montée de l'extrême gauche en France, sa violence, était une menace pour la sécurité publique. En réponse à cela, votre ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, il a eu une réaction très violente en exigeant des États-Unis qu'ils cessent de se mêler des affaires intérieures et du débat politique national. Toujours au mois de février, le ministère des Affaires étrangères, chez vous en France, a fait plusieurs déclarations sur la mort d'Alexeï Navalny, en disant clairement que la France impute toute la responsabilité de ce décès aux autorités russes. Quand on parle de guerre hybride, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la France a exprimé son profond regret de voir que l'organisation Reporters sans frontières était inscrite sur la liste des organisations indésirables en Russie. Or, en France, les journalistes de certains médias russes, Russia Today, Sputnik, ne sont souvent plus admis aux conférences de presse à l'Élysée. Et c'est le cas depuis 10 ans. Ils n'ont plus d'accréditation. La toute dernière question. Vous étiez venu en Alaska en août dernier lors de ce sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump avec un t-shirt. Tout le monde avait vu ce t-shirt où vous aviez écrit USSR, URSS. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quel était le message, Sergueï Lavrov? Que vous aviez une forme de nostalgie de l'Union soviétique? Moi, je suis né en Union soviétique. Les Français, quel message veulent-ils transmettre quand ils se souviennent de Marianne sur les barricades?
on se souvient de son histoire. Mais quand on est ministre des Affaires étrangères et qu'on porte un t-shirt USSR, il y a forcément un message que vous voulez faire passer au monde entier, non? L'Union soviétique, c'est aussi notre histoire. De même que l'Empire russe, et comme la Révolution française fait partie de votre histoire. On ne peut pas vous autoriser à vous souvenir de la Révolution française et nous interdire d'évoquer notre passé.